Bonjour, aujourd'hui on va reprendre là où on s'est arrêté avec la semaine dernière, c'est-à-dire que ce qu'on avait abordé c'était d'une part euh, un tour d'horizon sur le concept d'État moderne, les différents modèles qui sont proposés et comment au Proche-Orient on a l'habitude de recevoir des modèles qui viennent de l'extérieur. Et ça reflète une crise dans les révolutions arabes qui ont eu lieu. Ça, on l'a déjà mentionné. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs révolutions dans le monde arabe et à chaque fois, on était bloqué par le fait que ces révolutions peuvent formuler un non, catégorique ou pas, à l'Occident. Mais de là à répondre à la question qu'est-ce qu'on met à la place si ça vous plaît pas, le modèle occidental, que ce soit la Révolution française de 1789 ou bien la Révolution américaine de 1776 ou bien la Révolution bolchevique de 1917 de Lénine. On a tout essayé, quoi. Et finalement, si le modèle n'a pas fonctionné, il y a des tentatives de ça, il y a des exemples, eh ben, il y avait la possibilité, ou ce qui est arrivé pratiquement, d'un retour à un modèle qu'on a appelé authentique, authentiquement arabe, comme on dit au Liban, un président fabriqué au Liban, ce qui est utopique. Pareil pour ce qui est les tentatives qui ont eu lieu et qui essayaient de nous dire que on fait un retour à notre authenticité. Cette option a donné, si vous voulez, un modèle passéiste, c'est-à-dire un retour au passé, comme le modèle iranien. C'est-à-dire, on s'est débarrassé de la tyrannie du Shah d'Iran, ce qui était une bonne chose. Mais ce qu'on a mis en place, c'est un retour au modèle qui remonte à 1400 ans, là, avant Jésus-Christ, après 1400 ans, du temps du prophète Mohammed, etc. Et ça s'est traduit par tout un débat sur qu'est-ce que c'est le modèle iranien, qui a des difficultés actuellement à se rétablir, on verra ça par la suite. Mais qui a eu le temps, entre-temps, de mettre la main sur les pays arabes pendant une quarantaine d'années, quoi. Et ça reflète en même temps ce constat qu'on a essayé de développer dans les autres capsules, que l'équipe qui a pris la relève au Liban, que ce soit au niveau du président de la République qui a été élu après des tractations, justement, des tractations avec les forces considérées comme étant dans l'orbite de l'Iran. C'est-à-dire, au premier tour, il n'a pas eu les votes espérés. Au deuxième tour, et à condition, on va savoir de quoi il s'agit comme condition, le bloc chiite de 30
les fameux 30 députés, ont donné un coup de main pour qu'il soit élu, mais il y avait un prix à ça. On va voir ce qui se dégage actuellement. Quel était le prix à payer? Est-ce que c'est un retour à Taïf, comme c'est affiché par la nouvelle équipe, ou bien un retour à l'accord de Doha, qui donne au bloc chiite l'opportunité de remettre la main sur n'importe quel gouvernement, du moment où ils ont le tiers de ce qu'on appelle le tiers qui a la capacité de bloquer toute décision gouvernementale qui ne va pas dans le sens des intérêts de l'Iran. En plus, le ministère des Finances, qui est considéré comme une troisième signature à côté de la signature maronite du président de la République et à côté de la signature sunnite, à côté de celle du Premier ministre qui doit être sunnite. C'est ça la signification de la chose. Donc, c'est une modification, ce que a apporté l'accord de Doha, c'est une modification du pacte national libanais, puisque le pacte national libanais était entre deux parties. Les sunnites représentant tous les musulmans et les maronites représentant tous les chrétiens. Et maintenant, on a affaire avec l'accord de Doha à une répartition tripartite, c'est-à-dire les composantes de ce nouveau pacte national implicite, qui n'est pas déclaré là, pro-iranien. À l'époque de l'accord de Doha, Qatar était complètement rangé du côté de l'Iran. Et dans son fameux conflit avec l'Arabie Saoudite, etc. Donc, si on comprend bien, c'est que la nouvelle équipe est arrivée avec un grand bruit, comme quoi ils ont promis un état de droit, rétablir le Liban dans une démocratie qui restait à définir. Est-ce que c'est une démocratie de citoyenneté basée sur le sujet individu, ou bien une démocratie basée sur des consensuels, si vous voulez, c'est-à-dire un rassemblement ou un pacte qui se fait entre des tawaïf, des communautés confessionnelles. Vu ce que ça a donné jusqu'à maintenant, on a tendance à croire que ce qui a été passé en pratique pour la formation du gouvernement, c'est pas ce qui a été annoncé comme état de droit. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le Premier ministre Nawaf Salam a cédé aux revendications ou aux pressions du bloc chiite, en gros. Et ça reflète non seulement
il n'a pas répondu aux attentes des Libanais. Il était pris en sandwich entre, s'il forme un gouvernement entre, comme il avait promis, de technocrates ou de faire passer ou de casser le monopole de Hezbollah sur les candidats chiites en faisant appel à des intellectuels chiites pour gouverner, il risque de ne pas avoir la confiance du Parlement qui est tenu par le bloc chiite. Et la question qui se pose ici, est-ce qu'ils veulent la confiance du Parlement ou la confiance du peuple libanais? Ça pose un problème où ça rappelle en quelque sorte l'expérience sunnite qui était celle de Hariri. Hariri père et Hariri fils plus tard. Beaucoup plus Hariri fils, parce que le père, il n'a gouverné que peu de temps. Mais le règne du fils Hariri. Et c'est ce qui a donné de concession en concession l'accord de Taïf. C'est-à-dire à chaque fois, le haririsme nous disait, bon, je cède à la dernière minute aux menaces du bloc chiite qui est prêt à aller jusqu'au bout dans la rue ou dans les assassinats, etc. Et donc, je cède pour sauver le pays. C'était ça le slogan. Est-ce que c'était pour sauver le pays ou bien pour sauver le consensus confessionnel lui-même? Ce qui pose le problème du haririsme, la crise du haririsme, surtout que la majorité de la nouvelle équipe ont déjà leur expérience au sein du haririsme, même si c'est des gens compétents et ils ont les diplômes qu'il faut, ils ont percé dans les pays occidentaux, etc. L'une ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire, on peut être brillant au niveau d'une carrière juridique ou universitaire ou académique, et sur le plan pratico-pratique, dans la structure libanaise confessionnelle, comme on l'a expliqué, on peut être à côté de ce que veulent les gens, finalement, surtout les Libanais qui ont enduré pendant des années. Il y a des dossiers à résoudre. Et pour ne pas aller trop vite dans se ranger pour ou contre ce gouvernement, wait and see. On va voir comment les choses vont se dérouler. Mais ce qui s'annonce déjà n'est pas de bon augure, comme on dit là. C'est-à-dire, d'une part, le haririsme est de retour ou pas, c'est pas avec le retour de Saad al-Hariri au Liban qu'il y a un retour de haririsme, parce que ça a été à cause d'une politique menée, c'était la dispersion totale des troupes. Hariri, décision, etc. Est-ce que c'est un nouveau rassemblement? Et quel est le pôle qui est derrière? Parce qu'on sait très bien que
lorsqu'on a abordé le sujet confessionnel au Liban, on a dit que il n'y a pas de confession au Liban, de ta'ifa, différente de la Millah, qui puisse se constituer en ta'ifa et qui dispute le pouvoir à qui que ce soit sans une combativité interne pour avoir été réprimée longtemps. Et donc elle a un esprit de corps qui la soude. Et d'autre part, il lui faut un appui externe. Pour les maronites, c'était historiquement la France qui a participé avec le Vatican à la constitution de la Ta'ifa maronite et à sa prise du pouvoir par la suite. Pour les Druzes, ça c'est quelque chose qui était directement lié, leur pouvoir au Liban, à ce qui se passe dans la région contre les croisades. Et donc, c'est la première des Ta'ifa au Liban. Et la troisième, c'est celle des chiites, où on voit très bien que ça n'a été concevable qu'avec l'appui massif, d'une part de la Syrie, des Assad, qui se sont écroulés maintenant, et d'autre part l'Iran, surtout l'Iran. Bon. Ceci dit, en abordant le sujet des sunnites, on a dit que les sunnites qui, de par nature, n'avaient pas besoin, puisque c'est la majorité dans le monde arabe et dans le monde musulman, n'ont jamais été persécutés au sens d'une minorité qui a subi de l'oppression et tout pour se constituer en esprit de corps combatif. Et ça, c'est au niveau interne. C'est des citadins, c'est des gens de métiers libres, etc. Et au niveau externe, et c'est là le bobo, c'est-à-dire on ne peut aborder le problème du haririsme que dans le cadre général de la crise du sunnisme dans le monde arabe. Et ça vis-à-vis de deux choses. D'une part vis-à-vis d'Israël et d'autre part vis-à-vis de l'Iran. Même si on ne met pas les choses sur le même plan, mais le projet iranien n'était pas loin, et ça on l'a démontré, avec leur empire perse et tout, n'était pas loin du projet de ce que j'ai appelé moi les sionistes chrétiens aux États-Unis. Ben, ça s'inscrit dans ça, où on percevait un Proche-Orient qui est un rassemblement des minorités contre ce qu'on appelle le sunnisme. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il y a, si on considère actuellement qu'il y a un recul de l'influence iranienne au Liban et en Syrie, ça ne veut pas dire que c'est fini avec l'Iran. L'Iran est un pays qui ne cède pas facilement, malgré tout. On a tendance à faciliter la tâche en disant c'est fini l'Iran, etc. Ça, c'est aller un peu vite là. C'est-à-dire, ils vont essayer de reprendre l'initiative. C'est ce qui se passe actuellement. C'est la clé pour savoir ce qui se passe en Syrie actuellement. Comment ils se sont mariés avec le PPK iranien du côté kurde et comment en même temps ils ont essayé de rassembler ce qui reste du régime Assad et le Hezbollah, au moins ceux qui se sont repliés en Syrie,
et avec les moyens du bord, classiques, comme d'habitude, c'est-à-dire envoyer des armes, envoyer de l'argent pour reconstruire un Hezbollah qui a reçu des coups durs, parce que le Hezbollah est pour eux une pièce maîtresse. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel dans ce cas, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Liban. Récemment, on a dit que c'était l'initiative de Macron de se rapprocher plus ou moins avec le projet de Qatar, allié d'une part avec la Turquie et d'autre part avec l'Iran. Ça, c'est pour ce qui est la désignation d'un quelqu'un pour former le gouvernement. Et leur candidat à cet axe-là, c'était évidemment Mikati. Et on a vu comment on l'a envoyé en bon sunnite, là. Il a été envoyé par Hezbollah pour présenter ses félicitations au nouveau régime qui a balayé le régime Assad, alors que lui, il était dans la cuisine des Assad et de l'axe de la Moumana. Et donc ça a été déjoué, cette affaire-là, à la dernière minute, à l'initiative de l'Arabie Saoudite, poussée par la nouvelle équipe qui a pris la Maison Blanche et qui est M. Trump, auquel on assiste actuellement à ces feux d'artifice dans la région et partout dans le monde. Là. C'est une bombe à retardement et qui a déjà mis en garde les Libanais comme quoi, par le biais de son gendre, pourquoi vous êtes pressés, attendez l'élection du président de la République, attendez l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Pourquoi vous vendez la mèche à Biden? Biden, il lui reste 2 semaines à l'époque. Et là, on est arrivé là. C'est-à-dire, on commence à entendre des critiques américaines de la nouvelle équipe de Trump, à commencer par Madame Artagoz, Morgan Artagoz, qui est venue au Liban donner une leçon de fermeté à la nouvelle équipe et leur demandant, pas directement, mais le fait de remercier Israël pour le travail qui a été fait par Netanyahou, d'avoir donné des coups à Hezbollah, d'avoir battu Hezbollah, il a employé le terme exact. Et elle voulait que les Libanais endossent ça aussi. Donc ça annonce la couleur de la nouvelle ère qui va suivre. Et même en suivant un peu les actualités aux États-Unis, on voit très bien qu'ils commencent à formuler l'équipe autour de Trump des réserves à propos du rôle de l'armée libanaise, comme quoi il ne fait pas assez son boulot. C'est comme si on lui demande de s'opposer avec les armes contre Hezbollah pour exécuter le 1701.
Et la preuve, c'est le dernier round qui a eu lieu sur la frontière syro-libanaise, où apparemment M. Joulani a pris en charge de mener cette attaque contre ce qui restait de Hezbollah sur la frontière syro-libanaise, et qui est un fief d'armes, de dépôts d'armes, de fabrication de drogue, etc. Le gros lot, quoi. Et c'était mêlé à un problème difficile à être perçu par les journalistes occidentaux, l'affaire des clans qui sont impliqués dedans, dont une partie était gagnée par Hezbollah à cause du trafic d'armes. C'est-à-dire, il faut la clé de ça, comprendre un peu l'anthropologie entre les Ja'far et les Zaïter. Maintenant, c'est Monsieur Nouh Zaïter qu'on a mentionné son nom la dernière fois. Il compte pour la Maison Blanche. Il est partenaire en même temps que Berri est en train de négocier poliment quel ministre je vais avoir dans le gouvernement et tout, mais il a dans la poche un lapin qui s'appelle Nouh Zaïter, prêt à agir. Et le pire, c'est que le nouveau gouvernement, pour résoudre le problème aussi de l'avion, c'est-à-dire à l'instigation de Madame, des Américains en général, pour ne pas personnaliser la chose, qui demandaient que l'aéroport de Rafiq Hariri soit sous contrôle de l'armée libanaise. Et bien, ça n'a pas empêché les Iraniens d'envoyer des avions, soit iraniennes, soit irakiennes, avec des millions de dollars dedans, destinés à Hezbollah. Et à titre de précaution, le gouvernement n'a pas autorisé le dernier avion d'atterrir ou de partir de Téhéran pour arriver à Beyrouth. Et voilà, de concession en concession, c'est pour sauver le pays. Ça me rappelle un peu exactement la période de Hariri, qui voulait sauver le pays, et on a perdu le Liban entre-temps. Merci.